Chapitre 1. Winter, présent. Mia débarque à 10h, peu après l'ouverture, avec son carton et son sourire en coin. « Cadeau ma beauté, j'ai fait du tri, j'ai pensé à toi. » Autrement dit, je manquais de place et ta librairie a déjà des airs de vide-grenier. Les gens t'offrent rarement ce dont tu as besoin. Ils te refilent ce dont ils veulent se débarrasser. Elle pose le carton sur le comptoir, son latte à 7$ à la main. Avec elle, c'est la roulette russe. Soit des perles absolues, soit de la camelote vintage qu'elle regrette d'avoir achetée dans un élan de nostalgie mal calculé. Sa dernière livraison incluait une théière Hello Kitty et 6 romans harlequins des années 90 avec des couvertures où des hommes musclés arrachent des tenues sexy. La théière trône toujours sur l'étagère du fond, au milieu des autres objets que ma librairie accumule. Les harlequins sont chez moi. Elle m'a déjà claqué la bise avant que je puisse protester, sa queue de cheval rebondissant vers la sortie. Les lattés trop chers, les manucures outrancières et les départs précipités, c'est typique des gens de couleur corail. Vif, imprévisible, un brin toxique, mais attachant. Parce que oui, j'ai cette particularité depuis toujours. Je vois les gens en couleur. Alors, ce n'est pas de la synesthésie au sens médical, c'est plutôt comme une signature chromatique qui s'impose quand je rencontre quelqu'un. Ma mère, par exemple, est bleu marine. Stable, dense, un peu froide, mais constante. Mon père est marron chocolat, réconfortant et simple. Harper, ma sœur, est saumon. Une couleur dynamique, franche, qui ne sait pas se taire. Kafka, mon chat philosophe, est indigo profond, mystérieux et insaisissable. Parfois, je note les couleurs des clients dans un carnet. J'ai remarqué que ceux qui achètent de la romance tirent souvent vers des tons chauds. Rouge, orange, rose. Les amateurs de thriller, eux, c'est plutôt du sombre, bleu nuit, violet, vert foncé. Je repousse le carton du pied. Je m'en occuperai plus tard. Dehors, la pluie de décembre refuse de se transformer en neige. Mon enseigne Pêche Turner clignote. Le R du milieu s'est décroché il y a exactement 2 mois, arraché par une bourrasque la même semaine où Austin a emporté ses chemises froissées et son air désolé pour rejoindre la vie mieux repassée d'une autre. C'est 80$ pour remplacer une lettre, 80$ que je n'ai pas. Page Tuner. Ça ressemble à un bar karaoké miteux. Chiffon en main, je dépoussière le rebord de la fenêtre, là où Kafka aime s'étirer quand le soleil daigne faire son apparition. Mon chat est arrivé 3 semaines après l'ouverture, maigre et infesté de puces, et il s'est installé comme s'il avait toujours vécu ici. Il a choisi son nom tout seul, en se vautrant sur un exemplaire de la Métamorphose que j'étais en train de ranger. Depuis, il règne sur la boutique et m'observe la tête penchée, avec cet air qui exprime à la fois le reproche et la pitié, un talent qu'il a perfectionné depuis le départ d'Austin. Austin, lui, il était gris. Gris souris. J'aurais dû me méfier de ce gris-là. Les gens gris sont dangereux parce qu'on projette sur eux ce qu'on veut voir. Kafka l'avait vu, lui. Les chats détectent les connards à 3 km à la ronde. Dommage qu'on n'écoute jamais les chats. Coup de chiffon sur le fauteuil de lecture en cuir craquelé près de la vitrine, celui de ma tante Léa. Elle y passait des heures à regarder le quartier se réveiller, un café à la main. Les taches sont encore incrustées sur la coudoir, un petit musée de ces matins. Léa m'a laissé ce local. Elle appelait mon radeau. Elle avait acheté pour une bouchée de pain dans les années 80 après avoir fui la Californie pour l'East Village. Les loyers étaient encore accessibles, car les seringues nombreuses sur le trottoir. C'était son repère pour cause perdue. Chat errant, artiste fauché, cœur brisé, plante mourante. Elle disait souvent avec sa voix rauque de fumeuse impénitente « New York te promet tout et te donne exactement ce que tu mérites. » J'ai jamais su ce qu'elle a fait pour mériter un cancer du pancréas. Il s'est écoulé 6 mois entre le diagnostic et la fin. Juste assez de temps pour comprendre que ça arrivait et pas assez pour s'y préparer. J'étais en pleine semaine de partiel quand l'hôpital a appelé. Léa refusait les visites, trop fière pour qu'on la voie diminuer. Dans son testament, griffonné d'une main tremblante, une phrase m'a brisé et recollé le cœur en même temps. Pour Winter, parce que les rêves ont besoin d'un toit. Sens local, Pêche Turner n'existerait pas. Il n'y a pas de loyer à payer, seulement les charges et les taxes qui s'accumulent comme des rappels mensuels que rien n'est jamais gratuit. C'est la seule raison pour laquelle je tiens encore debout. Enfin, je pagaie sur le radeau de Léa avec une dignité relative et beaucoup de café. Ma mère, quant à elle, elle a toujours eu du mal à avaler que sa sœur m'ait laissé un pied-à-terre. Elle ne dit rien, mais ma mère ne dit jamais rien. Mais je la vois ruminer.
Léa, c'était l'artiste de la famille, celle qui partait à l'aventure pendant que maman restait à Modesto, mariée à 22 ans, à enchaîner les gardes de nuit à l'hôpital. Ma tante envoyait des cartes postales d'Europe, maman collait des photos de famille sur le frigo. Alors oui, parfois, je culpabilise parce que si la librairie coule, qu'est-ce que ça dit? Que tout cela n'a servi à rien? Que mes parents se sont saignés pour me payer des études en littérature juste pour que ce diplôme trône au-dessus de la cheminée dans son cadre Ikea? Puis, j'aime mon boulot, j'adore ce que je fais. Quand une cliente revient et me raconte qu'un livre lui a redonné envie de créer ou qu'une autre me dit qu'elle a fondu en larmes à la page 247 en plein métro devant des inconnus médusés, je me dis que tout ça compte vraiment. La porte s'ouvre. Une fille dans la vingtaine entre, capuche trempée et l'air absent. Belle, de cette beauté naturelle qui s'en fout d'être remarquée et qui du coup l'est encore plus. Elle traîne dans les rayons, caresse les tranches et ses doigts s'attardent sur les couvertures, palpe les reliures. Puis elle s'approche du comptoir, l'air triste, en tripotant les manches de son hoodie noir délavé. Bleu ciel. Sa couleur s'impose dès que je la regarde. Le bleu ciel, c'est la couleur des gens déçus ou des amoureux transis. Je le sais, parce que c'est aussi ma couleur. C'est la couleur de ceux qui ont du mal à prendre leur place, qui veulent se faire tout discret ou qui veulent pas s'imposer. À 16 ans, Tyler Davis m'a enseigné ce que ça coûte d'être visible quand on est une fille. Ce jour-là, j'ai compris qu'être vue signifiait être vulnérable. Alors, j'ai perfectionné l'art de l'effacement. Jean noir, pull oversize, tête baissée dans les couloirs et sandwich avalé seul à la bibliothèque. Quand on me demandait ce qui n'allait pas, je répondais toujours la même chose. Rien. À force, les gens ont fini par me croire, puis par ne plus rien me demander du tout. Aujourd'hui encore, les clients doivent parfois se pencher au-dessus du comptoir pour m'entendre. Je parle bas, ma voix s'efface d'elle-même. Aussi Nossi me l'a rabâché lors de notre rupture d'ailleurs. « On dirait que tu as peur de prendre ta place, Winter », il répétait. C'était un mardi soir dans la cuisine devant un pad thaï tiède, notre rituel hebdomadaire. Et il a lâché ça entre deux bouchées, la voix plate, comme on pose une addition sur la table. Alors j'ai avalé mes nouilles en silence. J'ai fait la vaisselle en silence et quand il m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, j'ai murmuré « non ». Parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait raison. Il a pris ses jeux vidéo en partant, il a laissé ses t-shirts, 3 Nirvana identiques et un Star Wars délavé, et puis il m'a laissé un message vocal où il me souhaitait tout le bonheur du monde. J'ai donné les t-shirts à Derek, mon voisin de palier. J'ai réécouté le message 7 fois avant de le supprimer. Pour le bonheur, on verra plus tard. C'est ça, être couleur bleu ciel. La fille me regarde et attend que je dise quelque chose. Vous auriez un truc pour récupérer son ex? Elle fixe le comptoir, incapable de soutenir mon regard, honteuse. Mais version classe, vous voyez, pas ces trucs où il faut ghoster l'autre pendant 3 semaines en espérant qu'il craque. Ouais, je vois très bien. Je lui tends Les jours sans toi, un roman sur le deuil amoureux et l'apprentissage de la solitude. Elle grimace en lisant la 4e de couverture et repart finalement avec un mug 5 stars a feeling à $20. Mon téléphone vibre sur le comptoir et fait tresauter les cartes de visite. Soirée pizza flemme ce soir. 4 fromages et Ben & Jerry's, tu viens? Ok. Jess, c'est ma meilleure amie depuis le lycée. Celle qui m'a tenu les cheveux quand tout a basculé et celle qui débarque avec des pizzas quand elle sent que c'est nécessaire. Jess, c'est le jaune sa couleur. Jaune pur. Jaune et rien d'autre. Elle connaît mes silences assez bien pour savoir quand les remplir et quand les laisser respirer. Il reste 1 heure avant la fermeture. Le carton de Mia me nargue toujours. Je me lève, je fais craquer mes cervicales. 3 ans derrière ce comptoir ont sculpté mon dos en point d'interrogation. J'attrape le carton, je le pose, je défais les rabats. L'odeur me frappe. Papier oublié, encre, le tout mélangé à la poussière, j'adore. Des magazines en vrac. Première, Studio, Ciné Live. Brad Pitt en couverture, époque Jennifer. Matrix Reloaded affiché à la une. Ma phase gothique du collège me revient. Rouge à lèvres noires, eyeliner étalé, fascination pour tout ce qui parlait de révolution ou de réalité alternative. Au fond du carton, mes doigts touchent un papier plus épais. Je le sors. Movie Star. Couverture en noir et blanc, une mannequin, expression perçante et cigarette entre les doigts. À l'intérieur, les publicités habituelles, voitures de luxe, parfums hors de prix qui promettent de transformer votre vie. Et puis l'incontournable horoscope. Celui des Sagittaires annonce une rencontre qui changera votre perception de la réalité. Je m'apprête à refermer le magazine quand je tombe sur une double page au milieu. Il y a un homme dans la vingtaine.
T-shirt blanc froissé sous une veste en jean usée et des cheveux en désordre complet. C'est le désordre sincère de quelqu'un qui vient de se réveiller ou qui se fout royalement de son apparence. Sa mâchoire est sculptée au scalpel avec une barbe de 3 jours qui accroche la lumière d'une manière presque douloureuse à regarder. Ses iris sont bleu nuit, si sombres qu'on jurerait qu'ils sont noirs. Son intensité est trop directe pour être mise en scène. Il est beau d'une beauté abîmée avec des sourcils étranges et une bouche un peu trop grande. Mais l'ensemble a ce truc indéfinissable qui fait que l'on reste hypnotisé, comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Et c'est bien pire. Le titre de l'article s'étale en lettres grasses. Oren Delaunay, la nouvelle étoile montante d'Hollywood, préfère l'ombre au projecteur. La page résiste quand j'essaie de la tourner. Collée. J'insiste. Le papier vibre sous mes doigts comme s'il était parcouru d'un courant électrique. Nouvelle tentative. La reliure émet un craquement sec qui ressemble à un os qui se fêle. Et puis, tout bascule. Une décharge électrique me traverse le corps, remonte dans mes bras et se propage en une explosion le long de ma colonne vertébrale. Ma vision se trouble et les contours de la boutique se dissolvent. Kafka miaule quelque part dans le brouillard, mais le son me parvient déformé. Je veux lâcher le magazine, mon cerveau envoie l'ordre de manière claire et répétée, mais mes mains refusent d'obéir. Elles restent soudées au papier glacé. La pièce vacille autour de moi, le plafond et le sol échangent leur place, le parquet se rapproche à une vitesse alarmante. Dernière pensée cohérente avant le grand plongeon, Jess va me tuer si je rate la soirée pizza et puis le noir total.